Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, épisode numéro 2 de la série où on s'intéresse au tout premier championnat du monde de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Beaucoup d'entre vous sont collectionneurs et essayent de chercher un peu la denrée rare, tout ça. Moi, je me suis amusé à chercher un peu partout des images histoire de vous tout simplement rappeler ou peut-être même faire découvrir comment se déroulaient les championnats du monde à l'époque. Et j'ai vu que le premier épisode vous a plutôt plu, donc merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment ça soutient énormément tout ce que je fais. On commence par le lieu. Le lieu, c'est encore une fois les États-Unis pour une deuxième année consécutive et ce sera le Anaheim Convention Center. Si vous avez eu l'occasion de faire des YXS aux États-Unis, je le répéterai jamais assez, mais si jamais vous êtes vraiment un joueur aguerri et que vous n'avez jamais fait, il faut absolument le faire. Vous verrez à quel point là-bas Yu-Gi-Oh! C'est un autre monde. Anaheim Convention Center, dans lequel j'ai eu l'occasion de jouer plusieurs fois. Lieu extraordinaire, salle extrêmement spacieuse. C'est excellent pour un tournoi Yu-Gi-Oh! Comme d'habitude, comme d'habitude, en tout cas pour la deuxième année de suite, on va avoir un championnat du monde TCG, un championnat du monde vidéo game. On va commencer par s'intéresser au championnat du monde vidéo game qui se jouera comme support sur Game Boy Advance encore une fois. Et Yu-Gi-Oh! World Championship 2004, j'imagine que vous avez forcément joué à ce jeu quand vous étiez petit, peut-être même que vous l'avez récupéré uniquement pour ses cartes promotionnelles, mais voilà le support sur lequel se sont affrontés les joueurs. Au niveau des qualifications, on est toujours sur un modèle où les champions nationaux se qualifient, en tout cas pour l'Europe, au championnat du monde. Il me semble que pour l'Asie et les États-Unis, c'est un tournoi avec un tout petit peu plus de slots. En tout cas, côté européen, on voit qu'on a Espagne, France, Suisse, Italie, Grèce, Autriche, Allemagne, Suède, Hollande, Belgique et Grande-Bretagne, enfin Angleterre pour le coup, même si c'est le drapeau du Royaume-Uni. Et on est très très bien représenté. On voit que sur les autres continents également, pas mal de pays sont représentés. Et mine de rien, dès la deuxième année, on commence à avoir pas mal de joueurs. Au niveau du tableau, évidemment, après les rondes suisses, il ne restait que 8 joueurs. Ce qui va nous intéresser pardon, ici, c'est de voir que Didier Maille, que vous avez vu lors de la précédente vidéo, qui était le champion national français TCG, l'année d'après s'est qualifié pour le championnat du monde au Video Game. Ce qui veut dire que c'est un des premiers joueurs au monde à avoir fait les deux championnats du monde. Il y en a quelques-uns. Il me semble qu'en Europe, il y a Edward Alvarez notamment. Bref, Togores aussi. Tout ça pour dire que on était bien représenté. Malheureusement, le match coup près dans les championnats du monde, vous le savez, c'est le top 8, puisque le top 8 va décider si vous repartez avec une prize card ou non. D'ailleurs, j'ai récupéré les images des prize cards que je vous montrerai juste après. Donc, malheureusement, il perd son match de top 8, donc pas de prize card contre le joueur japonais Junichi Natsume. Et donc, en finale, on va avoir un joueur espagnol avec Pere Torrellas contre Ryan Payton. Vous allez voir qu'ils vont s'affronter sur cette scène de l'Anaheim Convention Center où il y a quelqu'un qui était différent par rapport à quand moi j'ai joué. C'est que eux, ils avaient un écran et une manette. Donc, j'imagine que leur Game Boy Advance était relié à tout cela, là où moi je jouais directement sur la console. Et donc, il y a un écran derrière eux qui permet à tout le public de voir. Vous pouvez voir que l'affluence déjà était pas mal hein, pour le coup pour la deuxième année de compétition du jeu. Et au final, le classement donne ceci. C'est une victoire américaine lors de ce championnat du monde 2004 sur Video Game de Ryan Payton. Côté européen, malheureusement, c'est pas forcément très bien passé. Les Américains ont dominé. Donc bravo à eux, encore une fois. Au niveau des formats, c'était un peu différent au niveau DS parce que des fois ils avaient accès à des cartes japonaises qui n'étaient pas forcément disponibles en Europe. Donc j'ai pas récupéré les decklists pour le coup, mais si jamais j'ai l'occasion un jour, pourquoi pas de les partager, je les mettrai sous la vidéo en commentaire. On passe maintenant au TCG, le format que vous appréciez le plus, le format que vous suivez, le format dans lequel, je rappelle, cette année, on a un joueur français qui sera au championnat du monde dans une dizaine de jours. Là, c'est très bientôt. C'est Gabriel Soucy. Et lors de ce championnat du monde 2004, on a pas mal de joueurs qui vont faire parler d'eux après grâce à leur performance, entre autres. Je pense notamment à Tirisak Punsumbat, joueur américain, qui sera un des premiers joueurs à, entre guillemets, dicter sa loi sur un format en créant un deck quasiment tier 0 ou en tout cas en permettant aux joueurs de s'inspirer de ses idées pour faire de belles choses, notamment en 2007. Je crois qu'il est multiple vainqueur YCS, je suis pas sûr. Je sais qu'il en a gagné un, mais je suis pas sûr. Donc il était présent en tant que champion du monde. Côté européen, on était très bien représenté ici avec Rodrigo Togores, donc champion espagnol cette année-là, qui a déjà gagné un championnat d'Europe entre autres, un YCS. Donc très très gros joueur. Et Dario Longo, que vous connaissez peut-être pas, joueur italien,
qui fera beaucoup parler de lui quelques années après. Mais ça, c'est après. On en parlera après, on va pas vous spoiler. Mais voilà, très très gros joueur à ne pas sous-estimer. Côté français, on avait Raphaël Jury qui avait remporté le championnat national. Malheureusement, vous allez le voir maintenant au niveau du classement, ça s'est pas très bien passé pour lui. On a une victoire japonaise de Togawa Masatoshi qu'on va voir juste après. Dans les joueurs un peu plus connus, il y a également Roy Sinclair que j'aurais pu également citer qui était en top 8. Et on le voit ici dans ce top 8, pas beaucoup d'Européens malheureusement. En fait, aucun. Et une domination en nombre des joueurs japonais et des joueurs américains. Je vous montre un peu à quoi ressemblait le stage de la finale TCG. Voilà, là, c'était un peu plus calme, avec évidemment, comme d'habitude, des arbitres autour pour vérifier. C'est donc Masatoshi qui l'emporte ici, qui récupère son prix. Et je vais vous montrer tout simplement à quoi ressemblait la méta à cette époque-là, puisque c'est ce qui va vous intéresser. Puisque vous, maintenant, qui faites des tours de 20 minutes avec plein de combos, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on va regarder tout de suite, puisque en 2004, c'est l'arrivée d'Invasion des Ténèbres, une extension qui, comme je le dis souvent, a changé de jeu à l'époque, que ce soit avec les cartes qui vont être mises en avant ici ou avec les cartes qui seront jouées plus tard lorsque les meilleures cartes d'IOC ne seront plus autorisées. Donc on a récupéré quoi? Par rapport à l'année d'avant, on a récupéré ce monstre-ci, BLS, que vous connaissez forcément, qui a été édité maintes et maintes fois, comme on dit. Un monstre très puissant qui s'invoque en bannissant un lumière et un ténèbre. On peut ban un monstre une fois par tour, mais on peut pas taper. Et on peut attaquer un monstre, et si on le détruit, on peut attaquer une deuxième fois. Tout simplement un moteur permettant potentiellement de tuer l'adversaire en un tour, extrêmement fort. Et on a également CED qui est ici, qui peut payer 1000 points de vie, et qui à l'époque était potentiellement bien plus fort que BLS. Il vidait les mains des deux joueurs, les terrains des deux joueurs. Il infligeait 300 points de dégâts à chaque adversaire pour chaque carte envoyée au cimetière par cet effet. La dernière phrase que vous voyez ici est un errata. À l'époque, ce n'était pas comme ça. On pouvait faire ce qu'on voulait une fois qu'on avait activé l'effet. Donc l'idée, c'était d'essayer de combiner ça avec des cartes que vous allez avoir ou que vous allez récupérer grâce à cet effet, notamment en l'utilisant avec Sangan et Sorcière de la Forêt Noire. Alors un effet une combo qui sera très utile dans le futur, ça sera avec Yata Garatsu. Malheureusement là il n'était pas autorisé pour ce tournoi. Puisque vous le savez, à chaque championnat du monde il y a des banlistes pour. Mais plus tard ça arrivera. Donc l'idée c'est de construire nos decks autour de ces deux monstres là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup de lumière, beaucoup de ténèbres. Qui dit beaucoup de ténèbres dit Kiku. Puisque Kiku avait plusieurs facultés, puisque déjà 1 c'est un beatstick, 2 il est ténèbres, 3 il peut bannir les monstres du cimetière adverse, donc empêcher l'adversaire d'avoir potentiellement des lumières ou des ténèbres, et le dernier effet est un des plus importants, lorsqu'il est sur le board, l'adversaire ne peut pas bannir de cartes depuis le cimetière, donc il ne peut pas invoquer les deux boss monsters. Donc Kiku était très intéressant dans ce format-là. Autre carte intéressante, la Dame Guerrière Dédé. Pourquoi la Dame Guerrière Dédé était très intéressante? Puisque non seulement elle pouvait bannir les monstres avec lesquels elle combattait, donc ça permettait par exemple de contrer un Sangan ou une sorcière de la forêt noire puisqu'ils ont besoin d'aller au cimetière pour tuto, mais également de tuer n'importe quel monstre, typiquement un monstre à 3000 d'attaque ou un Jinzo, puisque elle peut bannir. À côté de ça, la petite nouveauté c'est également celui-ci. Donc lui c'est le Magical Scientist qui est extrêmement connu par les anciens joueurs mais très peu connu par les nouveaux joueurs. Je pense même que certains se disent aujourd'hui pourquoi il est dans la banlist. Donc ce monstre là il paye 1000 points de vie pour faire l'invocation spéciale d'un monstre fusion de niveau 6 ou moins depuis l'extra deck. Et à l'époque l'extra deck était illimité. Alors là je vous ai juste mis les monstres en un exemplaire, mais je vous montrer un peu les monstres qu'on pouvait invoquer. Donc le renoncé aux 1000 yeux pouvait prendre un monstre adverse et l'équiper, ce qui était quand même assez utile. Le Dark Balter pouvait annuler l'effet d'une carte magie normale en payant 1000 points de vie et il annulait les effets des monstres qui détruisaient autour d'un combat. Alors attention, avec le Scientist, on ne pouvait pas taper directement les points de vie adverses, mais on pouvait taper les monstres. À côté de ça, on avait le Dragon Crâne Démon qui annulait les effets de pièges qui ciblent cette carte sur le terrain. Donc ça c'était pas mal également. Et on avait le Senshi qui est ici. Donc le Ryu Senshi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il pouvait payer 1000 points de vie pour annuler l'effet d'un piège normal. Parce que oui, Senshi annule les pièges normales et Balter annule les magies normales. Mais par contre on ne pouvait pas annuler des cartes magie d'équipement, typiquement comme vol à l'arraché. Voilà. Donc ça c'était la base monstre. Côté magie, on a toujours les magies les plus délirantes de l'époque avec Trou Noir, Monster Reborn, Charité, Po, Confisque, Sentry. On avait toujours la petite combo pour se refaire une main. Mirage du Cauchemar, on pioche 4. Si on pioche un de nos 3 typhons, on la détruit en stand-by pour garder les 3 cartes.
Et voilà globalement pourquoi à l'époque on parlait beaucoup de Big 40, parce que finalement c'était une réunion des 40 meilleures cartes du jeu, sans vraiment de stratégie ou d'engine. Là, on commence un peu à réfléchir à ce qu'on met, pas en mettant forcément les meilleures stats, mais en mettant plutôt des lumières et des ténèbres de façon à faire en sorte que nos monstres les plus importants soient jouables rapidement. Mais on n'est pas encore sur des combos un peu trop compliqués. On peut quand même citer l'ajout de Scapegoat et du Creature Swap de façon à swapper les monstres. Le Creature Swap qui marchait très bien également avec les monstres comme Ange Lumineux Automate, puisque si vous faisiez swap, vous le tapiez, mais vu qu'il allait dans votre cimetière, c'est vous qui aviez l'effet. Donc ça, c'est des combos qui faisaient du CA, mais qui est difficile à placer. Donc voilà un peu ce que ça donnait au niveau de la méta, au niveau du deck de Togawa. Et maintenant, je vais vous montrer tout simplement les cartes qu'il y avait à remporter, puisque comme vous le savez, à chaque championnat du monde, à part le premier, je crois, j'en suis pas sûr, j'ai pas trouvé les cartes du premier, il y avait cette carte-là qui était offerte aux champions du monde Video Game et aux champions du monde TCG, donc Ulevo, carte qui n'est évidemment pas jouable dans un duel réel. Et le deuxième, troisième et quatrième repartaient avec cette carte-ci, Météo, The Matchless. Donc vraiment des cartes de collection qui ont une certaine valeur et sont très très dures à trouver. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à travers cette rétrospective du championnat du monde 2004. On se donne rendez-vous dans 2 jours pour le championnat du monde 2005 avec encore une fois une belle évolution de la méta, des choses très intéressantes. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, pensez à vous abonner, au revoir.